Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc après cette matinée consacrée à la sécurité numérique, nous allons maintenant revenir sur la sécurité physique, si je puis dire, et cet après-midi sera tourné vers l'intelligence artificielle qui pourrait être un pont entre sécurité numérique, sécurité physique d'ailleurs, donc avec deux tables rondes sur l'IA, donc, et pour terminer, une sur la sécurité des grands événements qui se déroulera donc à 16 heures. Donc cette première table ronde va définir un petit peu ce que c'est que l'IA appliquée à la sécurité pour aujourd'hui, pour des applications d'aujourd'hui et puis pour demain. Alors sur ce sujet, je fais appel à trois intervenants. Tout d'abord Dominique Legrand, qui est président de la N2V, qui peut s'installer là. Éric Boudou, qui est chef des opérations sécurité et sûreté de l'UNESCO et qui est pilote du groupe de travail IA de YES, c'est-à-dire ce club de réflexion, ce do tank, dont le président est Pierre Grard, qui est intervenu hier. Et puis Philippe Camilleri, qui est directeur général de la société ESI, une société de logiciels pour les opérateurs de télésurveillance et qui est représentant de GPMSE et d'ADMS. Donc vous pouvez vous asseoir où vous voulez, il y a encore 3 places libres. Voilà. Alors, Éric Boudou, je vais commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que l'IA appliquée à la sécurité? Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que c'est vraiment une intelligence ou alors c'est simplement de prendre d'avoir des actions plus rapides? Ok, alors ça fait beaucoup de questions. Tout d'abord, je n'avais pas prévu de commencer par ça, mais puisqu'on est dans un rassemblement sécurité-sûreté, ça veut dire que la notion de risque est au cœur de nos activités. Et en fait, il est quand même intéressant de voir comment l'IA et le risque ont des racines communes. Alors, la notion de risque, à l'époque, il y a très très longtemps, on s'imaginait qu'il y avait une entité supérieure qui décidait de notre avenir. Et au fil du temps, il y a eu l'invention du chiffre 0 qui a permis de manipuler de très grands nombres. Ensuite, il y a eu l'invention des probabilités. Et enfin, il y a eu l'émergence des sociétés démocratiques. Et en fait, la convergence de ces trois développements ont permis de créer la notion de risque telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et il est intéressant de voir comment l'intelligence artificielle va puiser dans les mêmes racines. Voilà, c'était juste pour commencer avec ça. Oui, c'était bien de faire un petit historique. Ensuite, l'intelligence artificielle, on a une espèce d'anthropomorphisme originel, puisqu'on considère que 1956, conférence de Dartmouth, qui rassemble certains des plus grands penseurs de leur temps pour réfléchir, pour définir les contours de l'intelligence artificielle, enfin de la discipline scientifique qui s'appellera plus tard intelligence artificielle. Et il y a plusieurs choses qui se passent durant cette conférence. La première, c'est que tous les participants à cette conférence partagent une croyance commune, c'est que le phénomène, l'action de penser n'est pas une spécificité de l'être humain. C'est même pas une spécificité biologique. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on peut partir d'un neurone artificiel, puis après un cerveau artificiel, et après recréer de la pensée. En tout cas, il y a une partie de ces chercheurs qui pensent ça. Et durant cette conférence, on voit aussi qu'on parle aussi beaucoup du jeu d'échecs. C'est-à-dire qu'à l'époque, on considère aussi que la capacité d'une machine, la capacité à construire une machine qui pourrait surpasser l'homme au jeu d'échecs serait une piste pour se dire que la machine commence à être intelligente. On voit ce qui s'est passé en 97 avec Garry Kasparov contre Deep Blue, puis 2017, Lee Sedol contre AlphaGo. Oui, dans le jeu de Go. Dans le jeu de Go, voilà, c'est ça. Et que ce soit en 97 ou en 2017, on se rend bien compte
à ces deux dates que malgré que l'intelligence artificielle surpasse l'homme dans certains domaines, elle n'est toujours pas intelligente au sens où on entend, au sens humain. Qu'est-ce que c'est l'intelligence alors? Alors, l'intelligence, si on va simplifier, on pourrait dire que c'est 3 grandes catégories pour l'être humain. On va dire l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comment j'interagis avec mon entourage et comment je maîtrise mes émotions. Ensuite, il y a l'intelligence analytique, comment je traite la donnée pour résoudre des problèmes. Il y a enfin l'intelligence de situation, comment, face à une situation nouvelle, je trouve des solutions originales et je fais preuve d'ingéniosité et de pragmatisme. Et on voit bien que l'intelligence artificielle, même si elle est capable de simuler une partie des intelligences, et notamment l'intelligence analytique, tout ce qui est bon sens et intelligence émotionnelle, on n'y est pas encore. Ensuite, quand on parle d'intelligence, on ne peut pas parler d'intelligence ou d'intelligence artificielle sans parler d'apprentissage. Alors, c'est toujours très drôle de voir comment on s'émerveille des logiciels ou des algorithmes qui savent reconnaître un visage en 0,1 seconde. Ah, c'est super, il a reconnu un chien d'un chat en 0,1 seconde. Oui, d'accord, mais en fait, cette machine-là, on l'a entraînée sur 100 000 images de chiens, de chats, et ça nous a coûté des kilowatts d'énergie, alors qu'un enfant de 5 ans, vous lui montrez une fois un chat ou une fois un cheval, il va les reconnaître. Bon, il va peut-être se tromper avec le zèbre, mais il va les reconnaître. Oui. Donc c'est pour ça que quand on met tout ça sur la table, est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence? La question se pose vraiment, et j'ai presque envie de dire que là, en fait, on subit encore, je reviens sur ce terme, l'anthropomorphisme originel de 1956. Enfin, est-ce qu'on peut parler d'intelligence sans éthique? Je vais terminer sur une petite anecdote et après je laisserai la parole parce que je vois que mes camarades sont impatients. C'est que, et en plus c'est d'actualité, dans les années 80, on se souvient ou pas d'ailleurs, j'étais trop jeune, d'un pic de tension entre le bloc soviétique et puis les États-Unis. Il y avait un homme qui s'appelait à l'époque Stanislas Petrov, qui était affecté sur une base stratégique du bloc soviétique. Il voit un départ de 4 missiles venant des États-Unis se diriger vers l'Union soviétique. Ce qu'il décide de se faire à cet instant, justement, il décide de ne rien faire. Il ne fait rien. Contrairement aux procédures qui étaient prévues, il décide de ne rien faire. Et il informe sa hiérarchie que, bon, écoutez, c'est une erreur, voilà, c'est les systèmes qui sont défaillants. Il n'en savait rien à l'époque. C'est les systèmes qui sont défaillants. Et ça a évité probablement une guerre. C'est l'histoire du film Docteur Folamour, pratiquement. Ah, mais là, c'est une histoire. Oui, là, c'est une histoire vraie. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait eu une intelligence artificielle automatique qui aurait déclenché? Ça veut dire que l'intelligence ne peut pas être pensée sans l'éthique, sans moralité. Et c'est pour ça que vraiment, ça pour moi, c'est une des premières limites de l'intelligence artificielle. Alors, merci pour cet historique de l'intelligence artificielle. Et Dominique Legrand, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu justement aujourd'hui, qu'est-ce que peut faire l'intelligence artificielle appliquée à la sécurité ? Merci. Oui, donc très belle introduction qu'on entend rarement. Donc le mot intelligence, en fait, effectivement, est peut-être en trop. En fait, on a des outils auto-apprenants. Et c'est parce qu'on a ces outils auto-apprenants, on a l'impression qu'ils sont intelligents. Mais en fait, c'est assez simple. Je mets des guillemets, hein, c'est toujours simple quand on regarde de l'extérieur. Et j'ai tendance à dire, j'ai une autre formulation, c'est qu'en fait, on a des machines intelligentes avec un QI de 3. C'est-à-dire que, justement, elles vont confondre bêtement un sac poubelle avec un chat, et ça, l'enfant ne confondra pas. En d'autres termes, ça va être très utile, mais avec un QI de 3. Alors, l'avantage de l'intelligence artificielle, des machines, c'est qu'elles ne se fatiguent pas, qu'elles travaillent H24, qu'elles sont régulières. C'est-à-dire, s'il y a 3000 caméras, ben on lance 3000 fois le même logiciel
et ça tourne. Ce qui n'est pas le cas d'un humain. Un humain va avoir un diagnostic très précis, créatif parfois, justement, de dire je fais pas, je plisse les sourcils. C'est d'ailleurs un signe d'intelligence qui est valable dans toutes les cultures. Notez-le, quand à un moment donné il y a une situation anormale, l'humain plisse les sourcils. On va dire mais qu'est-ce qu'il fait lui ? En fait, c'est ça l'idée ultime de la caméra intelligente. C'est une caméra numéro 423 qui dit mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Et ça, on ne l'a pas encore, loin de là. Donc QID 3, donc très bon premier niveau pour attaquer les 3000 caméras si on en a 3000 et envoyer des alertes. Et c'est ça la vraie nouveauté, plutôt que de scanner au hasard toutes les caméras. C'est de travailler, comme on dit, sur écran noir et d'avoir une alerte qui, a priori, peut être scorée, c'est-à-dire avec un score de 0 à 100, affiche-moi sur ces 3000 caméras les 10 plus mauvais scores d'anormalité. Et là, ça devient une tuerie. C'est-à-dire que là, il y a une dame qui est tombée, là, il y a des gars qui courent, c'est pas clair. Ah, je fronce le sourcil, tiens, c'est peut-être intéressant, etc., etc. Donc, premier étage de la fusée, le QI 3, et puis un QI de 100 ou plus derrière pour dire non, mais ça, c'est rien, ça, c'est rien. Ah là, par contre, ça craint, il a une Kalachnikov dans la main, c'est pas un parapluie. Et il n'y a pas besoin d'1 million de parapluies de Kalachnikov pour discriminer, etc. Donc, ça, c'est ma définition, entre guillemets, QI de 3, premier étage, indispensable, parce qu'à l'opposé, si vous mettez un opérateur ou 2 opérateurs H24, ne serait-ce que sur 50 caméras, c'est une passoire, vous passez au travers de tout. Notamment le contrôle d'accès, le contrôle périmétrique, la surveillance des barrières, le rondier qui passe une fois toutes les 2 heures. Quand ça bouge, il a peur, il fait demi-tour. Enfin, je caricature, mais en résumé, la caméra n'a pas peur, elle scanne. Si elle voit quelqu'un passer par-dessus la clôture, elle y va. Alors, pour entrer dans le détail, une anecdote en conf, justement. À plusieurs reprises, j'ai évoqué que donc, des algorithmes qui cherchent quelque chose de précis, une anormalité, il y en avait plein. Et dans ma tête, plein, c'est 30, 40, 50. Donc vous voyez ce que je veux dire ? Ça court trop vite, il y a un regroupement, il y a des personnes agressives, ça échange des stupes, ou je ne sais pas quoi. Des filtres comme ça, on peut en mettre, on peut en imaginer un certain nombre. Et à force de dire ça, il y a quelqu'un dans la salle qui m'a pris en haut, qui m'a dit il y en a plein, mais il y en a combien ? Est-ce que vous avez le listing ? Est-ce que vous pourriez m'envoyer le listing ? Alors, vous l'avez, le listing ? Alors, du coup, la N2V, c'est comme ça qu'on travaille. On a monté un petit groupe de travail. Il y a 155 membres dans l'offre. Je vous invite à passer sur le stand, récupérer votre pixel pour les 150 sociétés. Donc, forcément, quand tu fais un appel au peuple comme ça, sur les 150, il y en a toujours une vingtaine, une trentaine qui lèvent le bras en disant « Ah bah tiens, à 16h, demain, je peux être là ». Et à 30, on a commencé à lister. Et accrochez-vous bien, on a dénombré 180 usages, parce que désormais, on va parler plutôt d'usage que de filtre ou d'anormalité, etc. Je compte les gens dans un couloir, c'est un usage. Je détecte une personne dans un couloir, notamment la nuit, est-ce que quelqu'un déambule dans mes bureaux, c'est un usage. Il y en a combien ? 180. Alors vous voyez que ce n'est pas inné. Et puis à coup sûr, je ne suis pas du tout sûr d'être exhaustif, parce que si on bosse ensemble, on va peut-être encore en trouver une vingtaine, etc., etc. Mais sous-entendu, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a plein. Et bien évidemment, cette liste, je la tiens à votre disposition. Vous m'écrivez sur an2v.org et bien sûr, je vous la renverrai par retour, c'est public. Ce que j'aime bien faire, c'est une fois qu'on a mis tout ça dans Excel, c'est aller en assistance à maîtrise d'ouvrage, voir un client et lui dire, bon ben voilà, j'ai 180 usages. Ce truc-là, je compte les gens dans un couloir, point d'interrogation. Vous en voulez tout de suite ? Première question, première colonne. Donc, sous-entendu, ça tombe dans le prochain cahier des charges qui sort. Ça tombe dans 5 ans, peut-être un jour, à la fin d'un mandat, ou le mandat prochain, monsieur le maire, pourquoi pas ? Peut-être un jour, à 10 ans, ou jamais, sous-entendu, jamais de cette saloperie-là chez moi, j'en veux pas, ça me donne des boutons, ce truc-là, je n'en veux pas. Ça me fait 4 colonnes. Court terme, moyen terme, long terme, vous mettez les colonnes que vous voulez, et surtout pas, donc 0, et on enlève l'usage. Et ça donne un espèce de cahier des charges où je ne donne aucun descriptif de moyens, ni de logiciel, ni de caméra, ni de type de caméra, etc. Parce que finalement, il ne faut pas oublier que l'objectif de l'acheteur, de celui qui commande, lui, il veut des usages, il veut détecter en contrôle périmétrique que personne ne rentre entre 22h et je ne sais pas quoi. C'est un usage à cocher. Et après, aux entreprises de se débrouiller. Et là, et y compris donc sur les stands ici, vous avez 1001 talents. On fait avec tout type de technologie, etc. Mais donc, pour revenir sur le sujet, oui, dans l'image, la machine sait de mieux en mieux faire.
une détection automatique d'anormalité, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi, DAA, détection automatique d'anormalité, qui permet de dire, top, tu voulais que je te prévienne si une personne passait dans le couloir, j'ai. Mais étage 2, et là je termine avec ce dernier élément, l'intelligence artificielle, c'est à nouveau le premier étage. S'il n'y a pas le deuxième étage pour être proactif sur il y a une personne qui déambule, c'est grave, c'est pas grave, est-ce que c'est une femme de ménage ou quoi au caisse? Il faut effectivement qu'il y ait un humain, et là c'est un autre outil qu'on a à la N2V, c'est ce qu'on appelle le 1, 2, 3, 4. 1, je détecte, 2, je transmets, 3, je comprends, 4, j'interviens. 1, 2, 3, 4. Et bien évidemment, si dans ces 1, 2, 3, 4, j'ai un truc qui dure 1 heure, ben la somme des 4 égale 1 heure et quelques secondes. Donc 1, je détecte rapidement, c'est l'IA dont on parle, mais 2, il faut que ça transmette. Moi, caméra 323, je vois quelqu'un. Si la fibre est coupée, si le réseau radio est brouillé, si ça ne marche pas pour je ne sais pas quelle raison, ben c'est mort. 3, il faut quelqu'un derrière à 3h42 du matin. Donc là, je te passe le tapis rouge direct, ça va arriver chez toi. Il y a quelqu'un qui potentiellement dort, mais va être alerté en disant « Tiens, bip, wow, qu'est-ce qui se passe ?» Je fronce le sourcil. « Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça bouge. » Donc je comprends. Et à nouveau, soit c'est un agent d'entretien, soit c'est 2 mecs en cagoule et c'est pas le même, j'interviens. Dans le 1, j'interviens pas, je raye et c'est fini. Dans le deuxième cas, faut faire intervenir un agent de sécurité ou du bleu ou je ne sais trop quoi. Et notez bien que là, je vous parle bien de temps. Le 1, détection 1 seconde, transmission IP 0,1 seconde. Le gars réveille, il met 15 secondes pour se réveiller, pour dire qu'est-ce qui se passe. Waouh, des cagoules, c'est chaud. Couloir B4, bâtiment 12, ça y est, on y est. En 15 secondes, il a compris. Et 4, j'interviens. 2 minutes, 3 minutes, je ne sais pas. Mais vous faites la somme des 4 et vous avez le temps d'intervention. Et idéalement, et c'est là l'usage essentiel à mes yeux de l'intelligence artificielle, ce 1 plus 2 plus 3 plus 4 est inférieur au temps de fuite de l'individu. Parce que s'il est déjà parti, ça s'appelle un dossier à élucider. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mal est fait, la personne est décédée, elle a été assassinée, ou l'ordinateur a été volé. Bref, l'acte malfaisant a été réalisé. Donc, 1 plus 2 plus 3 plus 4, un outil essentiel. Parmi ces 180 usages, et il y a toujours cette réflexion. Et je termine vraiment avec un autre outil N2V pour mettre en place en fait un projet qui est ce qu'on appelle l'outil sautage chez nous, SOTAJE. 1, quelle stratégie? Qu'est-ce que je veux faire? 2, quel orga? Le haut. C'est-à-dire qui va faire quoi à 3h42 du matin, renvoyer à Paris, renvoyer en local, qui va agir dans moins 2, 3, 4. 3, la technique. Oui, il faut que ça tombe en marche, notre truc. Donc ça, forcément, c'est les techniciens qui doivent faire tomber en marche le produit, le dispositif. 4, l'aspect financier. Il faut que ce soit rentable. Si ça coûte 72 millions d'euros plutôt que de mettre un gars, on ne fera pas. 5, le juridique. Ce sera la deuxième partie à partir de 15h. La CNIL, tous ces sujets-là, on a le droit, on n'a pas le droit, conservation des données, la compréhension. Donc 5, le juridique. Et 6, l'éthique. Ça a été rappelé par Eric juste à l'instant. Il faut en plus, bien sûr, que tout ça soit éthiquement au-dessus de tout soupçon. Strat, orga, technique, juridique, finance et éthique. Dès lors que mon projet est décomposé sur ces 6 angles, que j'ai réellement 6 20 sur 20, que je maîtrise bien mes 6 blocs, si mon 1, 2, 3, 4 est maîtrisé dans l'intervention, j'ai une machine assez incroyable qui, dès qu'il y a une anormalité, sur les 180 usages, je fais clac et j'interviens avant la fin de la commission de l'acte malveillant. Alors, merci Dominique. On va passer la parole à Philippe Camilleri. Vous représentez ici, peut-être, on peut dire, les fabricants, les intégrateurs, etc., les entreprises. Est-ce que ces 180 usages dont a parlé Dominique Legrand, vous les voyez? Est-ce que vous les proposez? Avant de répondre à la question, Ah bon? je voudrais vous dire quand même sur l'introduction qui a été faite, elle a salué, parce que je ne m'attendais pas à avoir une introduction aussi philosophique et historique. Je suis même à un moment donné demandé si je crois que c'est 64, cette fameuse commission que je ne connaissais pas, c'est ça, 1956, pardon. 56, oui. Je dis que c'était presque un débat sur le panthéisme, quasiment dans la façon de concevoir comme ça l'algorithme, et c'est ce qui peut être encore différencié de l'algorithme de l'humain. Une chose avant de répondre à la question qu'il faudra me répéter,
On est dans un contexte, me semble-t-il, extrêmement anthropomorphique. Parler d'intelligence artificielle, je pense que le mot intelligence est complètement galvaudé. C'est de l'anthropomorphisme. Pourquoi? Alors parce qu'il y a une notion d'apprentissage, voire d'auto-apprentissage. Donc effectivement, comme un humain, je vois quelque chose, je l'apprends, j'en déduis et je garde cette expérience pour le futur, pour de futures déductions. Voilà la seule analogie qu'on peut faire. Sinon, pour moi, ce n'est pas de l'intelligence. C'est basé sur des calculs matriciels qui vont donner effectivement un score. Ça le donne de façon parfois un petit peu mystérieuse, au demeurant. Ce côté mystère peut s'apparenter, là encore, de façon anthropomorphique à l'intelligence humaine. On a quelques dirigeants actuellement, on ne sait pas trop comment ils arrivent à prendre leurs décisions et envahir des territoires. Voilà. Donc, c'est dit. Voilà. Donc, en ce sens, effectivement, ce n'est pas de l'intelligence. Et puis surtout, on a parlé d'éthique, mais moi je parlerai de conscience. Une intelligence, alors pas la conscience au sens général du terme, avoir bonne conscience. Hein. Je parle de la conscience de soi, de la conscience d'exister, de la conscience d'un tout. Ça, si un jour on le retrouve dans la machine... je serais vraiment le cul par terre, comme on dit. Voilà. Alors, pour revenir à la question, les 180 usages, j'en connaissais pas autant, j'avais pas fait la liste. Ils sont un petit peu plus simplifiés quand même, dans ce que l'on reçoit au niveau d'un univers de télésurveilleurs ou de vidéosurveilleurs. On a effectivement tout ce qui va se passer sur site, ces aspects détection, ces aspects classification, la transmission et après le traitement. Alors déjà une chose, c'est qu'en matière d'outils de traitement, aujourd'hui, on reçoit assez peu d'informations qui aient déjà été qualifiées en amont sur les sites. C'est-à-dire que de l'IA sur les sites, c'est quelque chose qui apparaît depuis 2-3 ans. Ça fait le deep learning est arrivé à la porte des bureaux d'études il y a 5-6 ans à peu près maximum. Donc l'application dans le monde industriel, c'est relativement récent. Il y a peu de sites déployés, il faut dire ce qui est. Il y a peut-être des caméras avec de l'IA, mais elles sont pas légion aujourd'hui par rapport au parc installé. Ça va venir. Donc ce que l'on traite aujourd'hui dans les centres de télésurveillance avec nos outils, donc moi j'ai la casquette GPMSE aujourd'hui, puis j'ai en même temps ma casquette ESI, c'est pas forcément de l'info qui a été bien prédigérée. Donc on a encore beaucoup de fausses alarmes, de faux déclenchements, d'informations inutiles qui vont consommer de la capacité opérateur, voire même l'essentiel de la capacité opérateur. Ce qui va se passer effectivement dans le futur, c'est d'une part une amélioration de la détection, donc cette classification dont parlait Dominique, et donc une transmission d'une information avec de la métadata, par exemple, qui permettra d'avoir un comportement en matière d'intervention qui soit beaucoup plus ciblé, beaucoup plus adapté. On a aussi une évolution, il faut le noter, des outils dont sont dotés les télésurveilleurs, mais ça encore c'est quelque chose de récent et qu'on ne retrouve pas partout. On va retrouver des outils qui vont être capables d'avoir ces mêmes comportements que ceux que Dominique décrivait sur site, mais de façon déportée dans une station de télésurveillance. C'est-à-dire qu'on est capable de capter des signaux variés, en particulier en matière de vidéo, avec énormément de pollution, mais qui vont être classifiés, filtrés au sein de la station de télésurveillance par des mécanismes d'IA, en particulier de deep learning. Merci. Alors, Éric Boudou, dans votre introduction, vous avez parlé d'éthique, mais justement, où se situe l'homme dans ce processus où il y a de l'IA? Quelle est la relation entre l'homme et la machine? Qui prend la décision, en fait? Alors, si on s'attache qu'à la décision, c'est très compliqué de voir le positionnement de l'homme et de l'IA. J'aimerais juste qu'on décompose un peu la décision, ce qu'on entend par décision. Tous les acteurs de la sécurité évoluent dans un espace-temps stratégique, tactique, opérationnel, politique, ce qu'on veut. Et dans cet espace-temps, on prend des décisions, mais comment on les prend? Alors, il y a un outil qui est très intéressant, qui nous a été légué par le colonel John Boyd de l'US Air Force, paix à son âme. C'est un de nos plus grands stratèges. Alors, John Boyd, je crois que c'est 1923-2011, de souvenir, quelque chose comme ça. C'est un pilote de chasse qui se disait, mais comment est-ce que on peut prendre la supériorité sur nos adversaires?
Et là, il a développé un outil théorique qui s'appelle la boucle OODA, ou en anglais OODA, c'est observer, orienter, décider, agir. Observer, on ne va pas s'arrêter dessus. La phase d'orientation, c'est la phase qui regroupe tout le vécu, toute l'expérience, tous les biais de l'humain, toutes ses expériences. La phase de décision et la phase d'action. Et c'est une boucle qui tourne comme ça. Et l'enjeu, c'est de faire tourner cette boucle le plus rapidement et de ralentir la boucle de son adversaire. Le lien que je fais avec la sécurité, c'est que quand on travaille dans la sécurité et la sûreté, on est dans un environnement où on est amené à rencontrer de l'hostilité et on doit faire preuve d'agilité. Donc je trouve que ce cadre de décision et d'action est tout à fait pertinent. Donc maintenant qu'on a pris la décision, enfin qu'on a pris le processus de décision, qu'on a découpé en OODA, c'est intéressant de voir comment l'IA vient percuter cette boucle et où se situe l'homme dans cette boucle. Alors, observer, vous en avez parlé, je pense que très rapidement, l'IA va nous montrer qu'on ne pourra plus la rattraper dessus. Voilà, je pense que c'est un débat qui est clos. On est d'accord sur ça ? Bon. Orienter. On a parlé d'éthique de biais. Attention, la phase d'orientation, c'est la phase qui regroupe tous les biais humains et toutes les expériences. L'intelligence artificielle aussi a des biais. On est d'accord ? Donc ça veut dire que là, allez, on va dire match nul. Décision. Alors là, j'ai envie de dire que c'est contextuel. Je vous ai donné un exemple au début de la réunion. Est-ce que là, dans ce contexte-là, il est intéressant de laisser la main à l'IA ? À titre personnel, vous savez, j'ai un smartphone. Pour trier la musique sur mon téléphone, alors là, je laisse la main à l'IA. Si elle peut prendre toutes les décisions qu'elle veut, il n'y a pas mort d'homme. Maintenant, quand il s'agit de décisions critiques, on voit bien que là, tout dépend de quoi on parle. Donc c'est pour ça que dans la partie décision, c'est très intéressant quand même de faire des différenciations de criticité. Et pourquoi c'est important aussi, c'est que, et là je me mets à votre place, parce que vous, l'enjeu c'est quand même de vendre du matériel. On est d'accord ? Et je pense qu'il faut aussi faire attention à bien faire la différence entre les enjeux, les décisions critiques et non critiques pour ne pas ralentir le développement, pour ne pas ralentir l'innovation. Face à des décisions critiques, oui, effectivement, la question se pose, mais pour des choses moins critiques, voilà, là, on peut effectivement... et après, pour l'action, là, encore une fois, on va peut-être y revenir à la fin avec les robots, etc., etc. Donc, on voit bien que quand on découpe le processus de décision dans ce cadre d'action, de décision-action, ça nous permet d'envisager comment l'IA peut intervenir. Et enfin, la position de l'homme. Vous avez demandé la position de l'homme. Là, on a le choix. Soit on garde l'homme dans la boucle, c'est-à-dire que l'homme garde la main sur le système, soit on le garde, soit il est sur la boucle, et là, il ne fait que partie de la décision, sans avoir forcément les derniers mots, mais il ne fait que partie de la décision, soit il est hors de la boucle, et là, il n'a plus la main. Et là où il faut faire attention, et je termine dessus, c'est que cette boucle, on veut la faire tourner le plus rapidement possible. Et en la faisant tourner le plus rapidement possible, il faut faire attention à ne pas expulser l'homme de la boucle. Voilà, c'est vraiment ce phénomène de centrifugeuse où je crains de voir l'homme expulsé de la boucle à un moment donné. Voilà. Alors, dans votre processus OODA, je reviens sur le D et votre classement où l'IA pourrait gérer votre smartphone pour écouter de la musique, mais ne serait pas bienvenue pour décider si on lance une bombe atomique. Tout ça, c'est le classement que vous faites aujourd'hui. Mais on peut imaginer qu'avec le progrès technique, petit à petit, on va avoir des applications d'IA où la décision sera de plus en plus sur des problèmes sophistiqués, non ? Tout à fait. Là, concrètement, en sécurité, imaginons une intelligence artificielle qui nous aide à lire les appareils de radiographie, tout comme on lit, tout comme les médecins le font. Pourquoi pas ?
Donc là, l'intelligence artificielle, on pourrait considérer qu'elle viendra en support de l'homme, avec l'homme qui validera en dernier ressort. Et là, c'est quelque chose de sensible. Et oui, l'intelligence artificielle a son rôle à jouer dans les décisions sensibles, mais peut-être pas avoir le dernier mot. Et là où mon inquiétude elle vient du fait qu'il y a quelques années, quand on voulait aller d'un point A à un point B, on prenait sa carte, on faisait son petit itinéraire et on se rendait sur le point B. Aujourd'hui, lequel d'entre nous fait plus de 100 km sans avoir les yeux rivés sur son GPS? 10 km. Donc vous voyez qu'il y a un phénomène d'accoutumance à l'IA qui pourrait nous égarer des enjeux critiques. Alors Dominique Legrand, vous voyez dans votre association, la N2V, de nombreux industriels. Qu'est-ce que vous pensez de leurs compétences? Est-ce que vous pensez que les industriels français sont au top en matière d'IA? Alors oui, on a parmi nos 155 membres, il y en a une vingtaine de sociétés qui ne font que du développement logiciel d'IA dans la vidéo, mais aussi dans l'audio, de la reconnaissance de bruits anormaux, des coups de feu, des bris de glace, des appels au secours. Donc la compétence, elle est là. Alors, je peux pas m'empêcher de rebondir sur ce que disait Eric. Déjà une blagounette, pour aller d'un point A à un point B, je ne sais pas si vous savez, c'est la ligne droite, le plus court, sauf si les deux points ne sont pas alignés. Et ça, c'est une blagounette de mathématicien. Bon. Donc, je rembobine. Finalement, on dit la même chose, peut-être avec des mots différents, mais justement, je renforce ce que dit Eric. C'est-à-dire que lui, il parle de boucle. Moi, je disais un QI de 3, premier étage, et surtout, et toujours, une décision humaine derrière. Donc, par rapport à la question, quelle que soit l'évolution du dispositif d'intelligence artificielle, ne jamais lui faire confiance à 100%, toujours avoir le bouton rouge, entre guillemets, enfoncé par un humain. Parce qu'un humain, c'est tout ce qui a été dit au début, c'est de la créativité, de la réaction, de l'imagination, etc. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin d'un artiste. La question elle est toute simple. Comment rendre folle une voiture de type Tesla? On la met sur un parking complètement plat, etc. Et on dessine un trait blanc tout autour, avec des pointillés à l'extérieur. Ça ressemble donc à une ligne continue de dépassement. Et la voiture, quand on lui dit va te ranger là-bas plus loin, elle est folle. Elle ne sait pas traverser la ligne blanche. On lui a dit, s'il y a bien une bêtise à ne jamais faire, c'est de couper une ligne blanche, danger de mort. Donc là, il y a un scoring monstrueux, etc. Et la voiture reste bloquée. Alors, sauf si on la programme en disant, non mais ça c'est un gag. Ouais, mais est-ce que le gag ne peut pas se traduire un jour devant un stop? On a des Tesla qui sont passés tout droit, on n'a pas compris pourquoi. C'est là où je dis on a un QI de 3. Parce qu'on demande à n'importe quel débile mental de prendre le volant de la voiture et on lui met un trait blanc autour pour dire, va te garer là-bas. Même s'il a le code de la route, même s'il sait qu'il peut payer une amende, il va traverser en disant mais je suis pas idiot, quoi. Il n'y a rien, quoi. C'est un gag. Donc cette notion de non mais là c'est un gag, ça n'existe pas en IA. Et c'est la raison pour laquelle le fameux bouton rouge ou l'action un peu critique, il faut assurément la conserver côté humain. Donc aujourd'hui on a des talents complètement dingues à la N2V. Et beaucoup d'entreprises françaises, effectivement, alors ce sera l'objet de la deuxième conférence, on a quelques freins sur l'expérimentation, le déploiement, le juridique. Allez, on va dire la CNIL pour tout de suite cadrer la chose. Donc, on n'a pas dit notre dernier mot. À 10 ans et à 20 ans, est-ce qu'on aura tous ces systèmes-là? La réponse est oui. Donc là, il y a une espèce de petite résistance à un point juridique, une loi manquante, etc. Pour moi, c'est un épiphénomène. Sur le long terme, assurément, on ira là-bas. Mais j'espère toujours et toujours que la machine soit de plus en plus compétente pour proposer des événements et que ce soit l'humain qui décide ce qu'il fabrique de cet événement. Alors vous avez en partie répondu à ma question, oui. C'est est-ce que dans 10 ans on verra un leader mondial français en matière d'IA dans la sécurité? Alors après, donc ça c'est la concentration habituelle de toute innovation technologique. Vous savez qu'il y a un siècle, il y avait 200 constructeurs automobiles en France. Panhard, Talbot, Simca, bon, ils ont tous fondu un plomb ou été rachetés pour n'aboutir qu'à PSA et Renault. Et ça se maintient à 2. Alors, même chose avant Microsoft, etc. Donc, quand une technologie est naissante, tout le monde se voit un jour Microsoft et y va.
ou Apple, ou GAFA, ou qui vous voulez. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a pléthore. Tous les jours, à la N2V, on découvre une société qui dit « Moi, j'ai un super logiciel qui fait papa-maman, qui dessine des petits carrés rouges autour des bonhommes et qui permet de faire je sais pas quoi. » Donc c'est super. Tout ça, ça va se décanter. Et on voit déjà un premier phénomène de concentration, par exemple, sur les caméras. Les caméras, aujourd'hui, l'entonnoir a déjà commencé. Donc ce phénomène entonnoir de reconcentration du marché sur des leaders français, il y en a. Alors, encore faut-il, c'était ça l'objet de la question, qu'on ait les mains à peu près libres pour ne pas avoir les ailes coupées et qu'on puisse travailler. Et pas uniquement faire de l'expérimentation en Afrique, pour être précis, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui sur les développements français, parce qu'on n'a tout simplement pas le droit de jouer avec reconnaissance faciale, avec tout ça en France. Donc aujourd'hui, on a quand même des talents, des gens qui maîtrisent très très bien la technologie. Par exemple, pour donner quelque chose qui m'avait épaté, avec une caméra, je suis capable, à distance, de voir vos battements de cœur, parce que le mouvement sur le front fait que ça fait des petites oscillations. On cherche un truc entre 60 et 80 Hz, ou un peu plus. Mais si c'est 12, ce n'est pas le battement de cœur. Si c'est 400, ce n'est pas un battement de cœur. Bref, la machine va savoir assez dire... voilà. Et pour un contrôle douanier, on passe sous la caméra et tout le monde est à 70 parce qu'il est content de rentrer de vacances. Et puis celui qui a 140, tiens, on va peut-être lui demander d'ouvrir sa valise. C'est ce que font à la vue, le gars qui transpire. Mais là, on sait l'automatiser, en résumé. Bon, ben voilà, une caméra qui est capable de détecter à distance votre rythme cardiaque. Waouh, quoi. Donc, où est-ce que ça s'arrêtera? Je ne sais pas. Dans les 180 usages, il y aura peut-être 300, 400, peu importe. Le tout est après de donner du sens, effectivement, à ce que l'on fait. Est-ce que la capacité technique de mesurer la cardiométrie à distance est intéressante? J'en sais rien. Elle est mise à disposition. Après, aux utilisateurs finaux de dire que cet usage est intéressant dans tel et tel contexte. Alors Philippe Camilleri, je vous pose exactement la même question. Vous qui êtes un industriel, est-ce qu'il y a des sociétés françaises qui sont au top au niveau de la technologie, mais aussi qui ont un espoir de grandir et de devenir des futurs leaders dans ce domaine de l'IA pour la sécurité? Alors le panorama aujourd'hui est assez dichotomique. C'est-à-dire d'un côté, il y a quelques gros qui ont mis un pied dans l'IA. Quand je dis des gros, c'est des très gros. Et puis, il y a une foule de start-up. Il y a de belles idées dans les startups. Par contre, après le start, il faut que ça se maintienne. Il ne faut pas qu'on vive uniquement sur des subventions. Et ça, le taux de transformation est extrêmement faible, je pense. Pourquoi? Parce que les startups vont se focaliser sur un outil, sur une technologie, mais la mise en œuvre de cette technologie dans un métier, en corrélation avec les autres besoins des clients, c'est pas tout à fait la même difficulté. Et rentrer sur un marché avec simplement une petite composante du besoin ne fait pas le succès. En tout cas, c'est pas suffisant. Ou alors, il faut passer par des partenariats, ce genre de choses. Parmi ces startups, je ne vais pas nommer, mais oui, il y en a une qui, à mon avis, peut se retrouver dans 10 ans à un très haut niveau. Ouais. D'accord. Voilà, il y a des chiffres romains. Oui, je la connais celle-là. Ouais. Elle fait de la détection d'objets abandonnés, des choses comme ça. Si je dois faire un pari, je le ferai sur celui-là. Ah oui. Bon. Mais sinon, ça va être les. Elle va faire bientôt une importante levée de fonds, je crois savoir. Et on a à peu près les mêmes sources alors. Voilà. Une deuxième chose, oui, en matière de décision, je voudrais revenir sur l'aspect décision. Aujourd'hui, il me semblerait complètement fou que de confier à ces algos la décision finale dans le domaine de l'intervention sécuritaire, à savoir est-ce que j'ai repéré une situation normale et est-ce que j'interviens ou pas. Non, il ne faut pas le faire. Il y a des sociétés qui proposent ça, j'en ai vu à l'étranger, qui vous proposent de filtrer vos alarmes. Et quand je dis filtrer, c'est réellement filtrer, c'est qu'on ne vous représentera pas le contenu si l'algo a jugé qu'il n'y avait rien. Donc s'il s'est fait leurrer, c'est mort. Je pense qu'il faut avoir une bonne assurance responsabilité civile et de bons avocats pour faire ça. Mais en tout cas, je ne m'y risque pas. Aujourd'hui, ce que nous proposons dans nos outils, c'est un avis en fait, qui est rendu. Et cet avis va pouvoir influer sur la priorité de présentation de l'alarme, la priorité de traitement. On peut moduler à des heures de pointe lorsque des opérateurs sont soumis à un stress lié au fait qu'il y a des ouvertures, des fermetures de magasins, de sites. Ils vont être abreuvés d'alarmes, arriver à faire
un premier tri, je dirais, entre ce qui peut être une vraie alarme et une fausse alarme, ne doit pas conduire à éliminer les fausses alarmes, mais à les présenter peut-être de façon moins prioritaire par rapport à ce qui est avéré. Donc c'est de la métadata complémentaire pour la prise de décision. Mais la décision, aujourd'hui, revient à l'humain. Et je pense que ça va rester comme ça encore pendant quelques années. Par contre, je ne me fais pas d'illusions, cette décision, dans 10 ans, c'est la machine, enfin en tout cas les décisions actuelles, avec une criticité normale, je ne parle pas de sites nucléaires ou ce genre de choses, je pense que ça va rester encore, d'ici 10 ans, pardon, ça va passer sur de la machine exclusivement. Éric Boudou, vous voulez peut-être intervenir là-dessus, mais moi j'ai une question complémentaire, c'est justement comment on interprète les images dans l'IA. Qui fait ça? C'est l'homme? C'est la machine aussi? Alors, je vais essayer de répondre à une partie de la question, Oui. et puis laisser l'autre partie à mes collègues. Alors, Philippe, j'aimerais vraiment revenir sur la décision, et j'adhère à 100% à ce que tu as dit, et j'aimerais vraiment encore enfoncer le clou. Aujourd'hui, enfin, non. Pendant très longtemps, j'étais un peu énervé, parce que je me disais, mais comment ça se fait que dans la sécurité, on voit d'autres professions qui ont déjà avancé dans l'IA, qui ont implémenté des choses fantastiques. La médecine, par exemple? La médecine, par exemple, et d'autres. Et au final, c'est tout simplement que dans la sécurité et la sûreté, vous m'arrêterez si je me trompe, c'est que les situations ne sont pas mathématisables. Les situations ne peuvent pas être mises sous équation. Et aujourd'hui, pour rentrer un peu dans la technique, on est obligé de rentrer un peu dans la technique pour comprendre, c'est que les algorithmes, il y a deux grandes familles. Il y a les algorithmes explicites et les algorithmes implicites. Les algorithmes explicites, ça veut dire que l'homme a défini, je simplifie au maximum, l'homme a défini tous les critères, si A, B, si B, C, etc., etc. Et ça peut faire des systèmes assez complexes, et c'est ce qu'on appelait à l'époque les systèmes experts. Bon, on les a poussés à l'extrême aujourd'hui en faisant vraiment des niveaux d'expertise élevés. Ça fonctionne très bien pour les situations qui peuvent être mises sous équation ou qui peuvent être très objectives. Mais dans la sécurité, le problème, c'est qu'on est confronté souvent à des situations qui ne peuvent pas être mises sous équation. Et là, on fait appel à une autre famille d'algorithmes qui sont les algorithmes implicites. Et là, la logique du système est devenue tellement complexe et est implicite à l'algorithme que l'homme ne peut plus la comprendre. Et là, on tombe sur ce qu'on appelle les fameuses boîtes noires. Les fameuses boîtes noires où on se rend compte que, OK, face à un tel cas d'usage, je sais que l'algorithme implicite sera le moyen le plus efficace pour l'outil le plus efficace, mais à côté, il va me donner de bons résultats, mais je ne saurais pas vraiment comment il arrive à ce résultat. Ça pose une question éthique, ça pose une question de responsabilité, et surtout, ça nous montre aussi que l'intelligence artificielle, face à des situations qui sont originales, nous ne serons peut-être pas en mesure de comprendre comment elle arrive à sa solution. Je crois que tu voulais agir et je crois que je vais te laisser la parole parce que tu voulais intervenir. Vas-y. Non, je suis tout à fait C'est bien, d'accord vous avec faites ce votre que animation entre vous. Il n'y a pas de problème. Cette notion de boîte noire, effectivement, c'est typiquement ce qui passe dans un réseau de neurones. On sait ce qu'on rentre, ce qui va en sortir a toujours un côté incertain et qui peut varier avec le nombre de fois où on est passé, où on a sollicité le réseau. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est ça qui est dérangeant, finalement, hein, sur ces mécanismes de décision par de l'IA. Le point d'avant, pardon, j'ai déjà fait un erase, c'était... Je parlais, moi j'avais posé la question de l'interprétation des images. Qu'est-ce qui prend les décisions en fin de compte? Alors on en revient, non, la décision reste encore une fois l'humain. Par contre, le fait de qualifier, de trier les images, c'est typiquement le réseau de neurones qui le fait par du calcul matriciel sur des morceaux d'images ou sur de l'image entière. Ça reste l'algo. Très bien. Alors moi j'ai une question. Gardez le micro, Philippe Camilleri. Je voudrais savoir si en France, à votre connaissance, il y a beaucoup d'applications déjà, des grands projets en matière d'IA pour la sécurité. Alors toujours pareil, ça dépend ce qu'on entend et dans quel champ d'application de l'IA. L'IA appliquée à la vidéo, ça je peux en parler, je connais bien.
Oui, il y en a de plus en plus. Il y a des outils de filtrage qui existent en matière de flux vidéo. Nous-mêmes, nous en proposons, nous en installons, et il y a, je dirais pas la majorité, mais une grande partie déjà des télésurveilleurs et vidéosurveilleurs français qui commencent à les utiliser. Tout d'abord dans le cadre de POC, et aujourd'hui de plus en plus sur de la production. On a des gens qui sont réellement en production. Ça, c'est pour du traitement vidéo. Sur du traitement sonore, également, ça existe. C'est pas vraiment encore en production, mais on arrive à détecter et avoir des outils professionnels marchés qui permettent de détecter certaines classes de bruit. On le disait, des bruits de marteau, des bruits de bris de vitre, ce genre de choses. À ma connaissance, là encore, c'est pas énormément utilisé. Après, Dans le sonore, il y a Saint-Étienne, je crois, qui a fait une expérience. On peut en parler. Ouais, oui. Alors, je laisserai Dominique après. Il y a une troisième catégorie de traitement qui a tenté d'être faite. Nous, personnellement, ne sommes pas allés plus loin parce qu'on considérait que ça n'allait pas fonctionner, qu'il valait mieux rester sur les premières générations, premières catégories d'algorithmes. C'est le fait de se repérer par rapport... Quand on reçoit dans un centre de surveillance des millions d'informations par mois, par an, on est tenté effectivement d'analyser cette masse d'informations pour essayer, pour chaque compte, de déterminer un comportement et une normalité. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que j'ai reçu 50 fois le même type de message au même moment qui me dit que le gars s'est trompé, il est sorti, il est revenu chez lui, il oublie de couper, que la 12e fois ou la 11e fois où je vais la voir, après 10 tentatives, eh bien, il n'aura pas un flingue sur la tempe. Donc prendre une décision par rapport à ça, pour moi, c'est hors de question. On doit rester sur de l'algo classique if then else, on va dire, confier à un réseau de neurones le fait de pouvoir prendre la décision sur le fait que la situation soit normale ou pas. Moi, je ne prendrai pas cette décision, ça ne me semble pas tenir la route, et mes mathématiciens ont fait le même choix. J'espère avoir répondu à votre question, Patrick. Oui. Dominique Legrand, alors, quel est votre point de vue? Est-ce qu'il y a des grands projets qui existent? Oui, c'est la N2V milite sur ce sujet depuis un certain nombre d'années. À mes yeux, la tendance, c'est d'arrêter les tout petits dispositifs, notamment dans le domaine des collectivités. C'est-à-dire un système qui n'est regardé uniquement en relecture de temps en temps avec une poignée de caméras, etc. L'efficacité, effectivement, est sans doute critiquable. Et certains détracteurs de la vidéo n'ont pas manqué d'ailleurs de le souligner. Et la tendance, c'est de tenter de regrouper. Alors avec toutes les difficultés juridiques, politiques potentielles, de faire sur des plaques de type métropole, de type départemental. Mais la tendance, puisque c'est le sujet de l'intelligence artificielle, si on a besoin d'un PC H24, qu'à 3h42 du matin, un opérateur détecte, appuie sur le bouton rouge, ou là, en l'occurrence, le bouton bleu pour envoyer du bleu, on sait combien de salariés il faut. Il faut un minima 7 personnes salariées pour faire un vrai H24 avec les congés payés, les week-ends, le 3-8, etc. Si on est 2 personnes, ça fait 14. Un chef de salle, ça fait 15. Donc un coût typique de 400 000 € par an. Si c'est pour surveiller 4 caméras, c'est inenvisageable. Donc la seule possibilité d'avoir qu'un salarié derrière les manettes pour prendre une bonne décision, temps réel, etc., c'est de regrouper. Et si on regroupe, de toute manière, on dépasse allègrement très rapidement les 100, 200, 500, 1000 caméras. Et là, seul l'écran noir peut être une bonne solution. Parce que c'est illusoire, à nouveau, de dire de 1 à 1000, je vais regarder si tout se passe bien. Donc l'IA, c'est obligatoirement sur les futurs systèmes le premier étage de la fusée pour détecter l'anormalité dans une commune, dans un lieu, sur une usine, sur un site bancaire. Sur un site bancaire, par définition, on ne met pas un opérateur par agence pour regarder s'il n'y a rien dedans. On attend l'événement. On travaille toujours sur événement. Donc pour moi, la révolution de la vidéoprotection, c'est le travail sur événement. Et l'événement, c'est l'IA. Donc on est obligé de passer par là si on veut travailler en temps réel. D'accord, vous vouliez parler de Saint-Étienne, mais enfin j'avais fait allusion à ça. C'est sur la partie détection audio, donc on a un peu de souffrance. Donc Elisabeth Solos-Cartel vient d'arriver, on va pouvoir discuter un petit peu de la CNIL derrière. Oui, c'est pour la prochaine table ronde. Voilà, donc, mais en guise de préambule, la CNIL a un pouvoir fantastique. Il lui suffit d'émettre dans la nature un avis défavorable, mais juste
à l'agence France Presse, hein, typiquement, hein, qui est repris instantanément par 20 minutes, par Le Figaro, par machin, par truc. Et il y a eu un avis défavorable sur un dispositif. Alors le contenu, je n'ai pas le temps d'expliquer, etc. Mais effectivement, c'était une détection audio d'anormalité qui était proposée par, et dans un premier temps sous forme d'expérimentation, donc un POC, un Proof of Concept, par l'entreprise Serenicity, pour ne pas la nommer, qui est toujours membre de l'N2V, mais qui a dû changer d'activité pratiquement. Elle travaille dans la cyber aujourd'hui. Et cette société, en fait, le maire, tout simplement, quand il a vu cet avis défavorable, a tout de suite replié le dossier. Il n'a même pas réfléchi. C'était avant les municipales, tout ça. Donc, opération terminée. Donc là, le pouvoir exorbitant de la CNIL, on va en parler tout à l'heure. Alors, plus sérieusement, il y a d'autres sociétés, effectivement, qui le font. Genetech intègre ce genre de fonctionnalité. SI, d'après ce que je sais aussi. Des sociétés spécialisées, Sensivic, tout ça, c'est dans Pixel. Donc, des boîtes qui se lancent sur ces sujets-là. Et il est vrai, et c'est l'introduction de la conf d'après, comme pour la CNIL, tout ce qui n'est pas autorisé est forcément interdit. On aimerait juste inverser le truc. Vous faites CTRL F dans tous les textes. Comme il n'y a pas marqué captation audio, détection audio, etc., la CNIL rappelle juste que, puisque ce n'est pas marqué, c'est donc interdit, pour faire super simple. Et derrière, vous avez beau vous gesticuler RGPD, les données, tout ça, ils s'en moquent. Et à nouveau, de toute manière, il n'y a même pas besoin de réfléchir au niveau technique, puisqu'il suffit qu'ils émettent un avis défavorable pour que le maire plie instantanément le dossier en disant « Ah non, moi je ne veux pas un procès avec la CNIL. » quoi. Et comment vous voyez l'application de l'IA pour tout ce qui est Smart City ? En quelques mots, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors c'est indispensable. Pour la partie Smart City, donc sous-entendu des problématiques en dehors de la sécurité, mais sur notamment l'écologie, où on a une surface de jeu absolument incroyable, puis une demande citoyenne. Donc assurément, sur le moyen terme, on va y aller aussi. L'IA va être, et en matière d'usage, justement, s'il y a trop de CO2, s'il y a trop de CO, ce qu'on ne mesure jamais, hein, les gens sont intoxiqués en CO, il n'y a pas de capteur CO d'une manière générale, hein, le monoxyde de carbone. Aujourd'hui, typiquement, j'en ai un exemple, c'est mon ami Emmanuel François de la SBA qui rappelle ça à chaque fois, donc je le remets à son nom. Ici, par exemple, on ne mesure pas le rayonnement électromagnétique. Vous savez, des volts par mètre, si ça parle pour certains, etc. Et si je vous dis que sur telle bande de fréquence, la norme, c'est 20 volts par mètre, et ici, il y a 1000, et vous allez changer de salle. Mais on ne le mesure pas. C'est comme l'amiante. Tant qu'on ne sait pas, je vais bien. Même chose sur les microparticules fines. Est-ce qu'ici, c'est archi-pollué ? On ne sait pas. Tout ça, ce sont des capteurs qu'il va falloir imaginer, créer, connecter, avec des systèmes qui englobent, alors qu'au-dessus donc, de la partie safe, j'aime bien la pyramide de Maslow, c'est une fois qu'on est en sécurité, on peut commencer à réfléchir sur le rayonnement électromagnétique et le nombre de microparticules fines de la salle. Si j'ai un Kalachnikov, je me moque un peu du nombre de particules. Donc, allez demander à Kiev en ce moment s'ils s'occupent bien de leur impact CO2, impact carbone. Voilà, sans plaisanter, c'est hors de question. Donc, on est bien sur cette pyramide de Maslow où l'important, la base, c'est de manger puis d'être en sécurité. Puis après vient la Smart City. La Smart City est une surface de jeu absolument incroyable qui va voir débouler justement 1000 et un usages nouveaux qu'il va falloir intégrer, comprendre, mouliner la donnée, la revendre, la donner, la confier. Ce sont des paradigmes qui ne sont pas encore inventés. En fait. Eric Boudou, pour terminer, comment vous voyez les applications de l'IA à l'horizon 20 ans, 30 ans ? Est-ce que vous pouvez vous projeter comme ça dans le futur un peu lointain ? Alors, c'est extrêmement dur de se projeter. Hein. Genre là, c'est question piège. Alors, merci pour la solidarité. Mais j'aimerais vraiment dire quelque chose, c'est que aujourd'hui, tu parlais de conscience tout à l'heure. Tu as tout à fait raison de souligner ça. On parle d'éthique, mais il y a aussi la conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la limite de l'IA, c'est qu'il lui manque les expériences conscientes. Or, ce qui rend vraiment l'intelligence, qu'elle soit artificielle ou humaine, c'est vraiment la capacité à relier les expériences conscientes avec la causalité des actes. Et tant qu'on ne fera pas ce lien entre expérience consciente et causalité des actes,
je pense qu'on ne pourra jamais parler de vraie intelligence artificielle. Je terminerai par exemple de ce qui s'est passé en 2016. Alors 2016, c'est une éternité quand on parle d'intelligence artificielle, mais c'est pas grave parce que c'est encore d'actualité. Vous savez, ce robot conversationnel que Microsoft avait lancé sur les réseaux sociaux, Twitter, etc., et au bout de 8 heures, il avait commencé à dire d'énormes bêtises. D'énormes bêtises. Et là, on est vraiment dans ce cas-là où ce robot, aussi performant qu'il soit, n'avait pas la capacité à avoir une expérience consciente et le lier à la causalité de ses actes. Et est-ce qu'on pouvait vraiment appeler ça intelligence artificielle? Je ne pense pas. Donc voilà, donc vous me posez la question à horizon 2000 et quelques. Dans les 10, 20, 30 ans, je ne vois pas encore cette conscience émerger dans les machines. Dominique Legrand. Moi, j'ai juste un élément de réponse là-dessus. C'est regarder tous les épisodes et apprenez-les par cœur de Black Mirror. C'est-à-dire que c'est de la science-fiction, c'est nul, etc. Mais si on creuse l'arrière-plan de ce qui est dit dans l'hypothèse de chaque épisode, il y a des trucs sympas où justement il ne faut surtout pas aller et qui donnent justement très souvent le retour sur oh là là, il ne faut pas laisser la machine faire et retour au contrôle humain. Black Mirror, vous pouvez tout regarder, apprendre par cœur. Très bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous trois. Merci Patrick. Et on fait une toute petite pause en attendant de reparler du même sujet sous l'angle réglementaire.